Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nathalie Dompnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Université Lyon 2. Alors on sait que traditionnellement, l'Université Lyon 2 est toujours la plus investie dans les mouvements sociaux qui ont touché, avec la réforme des frais ces 2 derniers mois, fortement l'université. Comment se sont passés les examens pour sortir de la crise? Vous avez validé les diplômes de tout le monde? Ah non, ça certainement pas. Non, alors nous avons été contraints malheureusement de passer les examens à distance pour qu'ils puissent se dérouler correctement. Il y avait effectivement une revendication d'une partie des étudiants mobilisés qui consistait à demander une validation automatique ou des notes planchées. Ça, ce n'est absolument pas possible. De toute façon, c'est une décision qui ne relèverait pas de l'université, mais des jurys qui sont souverains en la matière. Et puis il en va aussi du sérieux de nos formations et de nos diplômes. Donc non, pour éviter les perturbations au moment des examens, nous avons passé ces derniers à distance pour la première session. L'université a été assez touchée par les mouvements et notamment par des blocages qui ont parfois été menés par quelques dizaines d'étudiants. Vous n'avez pas été tenté, comme l'avaient pu faire vos prédécesseurs, on se souvient de Bruno Gelas, coupant des cadenas avec un coupe-chaîne. Vous n'avez pas été vous n'avez pas été tenté de passer en force? Alors, passer en force, non. Les jours où il y avait peu de bloqueurs sur les campus, eh bien, les services ont pu dégager les entrées, nous avons pu ouvrir l'université. En revanche, certains jours, ça n'a malheureusement pas été possible. L'université est restée fermée, avec du coup des enseignements qui ont eu lieu pour certains à distance, d'autres qui ont été rattrapés à d'autres moments quand l'université pouvait être ouverte. Nous avons essayé tant bien que mal de poursuivre nos activités, nos missions. Je veux souligner que c'est quand même des épisodes qui sont extrêmement rudes pour l'ensemble de la communauté, pour les étudiants d'abord, parce qu'on sait que quand l'université est bloquée, bien ce sont les étudiants les plus fragiles qui sont mis en difficulté par la nécessité de passer des cours à distance ou de suivre les enseignements selon d'autres modalités. Et pour l'ensemble de la communauté, parce que le travail à distance aussi est quand même complexe à organiser, et plus encore, il y a un certain nombre d'activités que nous n'avons pas pu tenir pendant toute cette période. Donc ce sont vraiment des mouvements qui perturbent lourdement nos activités au service des étudiants et au service de nos missions générales. Quand on est présidente de l'Université Lyon 2, on se réjouit de voir ces étudiants participer à des mouvements de contestation comme celui sur la réforme des retraites, ou on regrette qu'il y ait autant de blocages? Alors on regrette qu'il y ait autant de blocages. C'est tout à fait entendable, c'est tout à fait normal que des étudiants se mobilisent sur ces enjeux, que ce soit sur la retraite ou sur d'autres problématiques, d'autres enjeux de société, et puis qui concernent plus directement les étudiants, comme la question de la précarité étudiante. En revanche, ce qui est problématique pour l'université, pour la présidente d'université que je suis, ce sont les modalités d'action qui sont retenues par ces étudiants et étudiantes, et en particulier le blocage. C'est-à-dire que pendant toute une période, on a eu des étudiants qui se sont mobilisés en se réunissant dans des amphis. Alors il y a eu une occupation d'amphithéâtre aussi, mais qui permettait de poursuivre nos missions d'enseignement supérieur et de recherche. C'est le moment où on bascule vers le blocage et vers un blocage long qui est véritablement problématique et qui nous met tous en difficulté. Et vous n'avez pas été tenté de faire appel aux forces de l'ordre pour libérer le campus? Alors, en réalité, c'est assez vain, parce qu'on peut faire appel aux forces de l'ordre un jour, et puis le lendemain, le blocage continuera, parce que de toute façon, on l'a bien vu, sur un mouvement de long cours. Et puis notre position, c'était aussi celle d'essayer de sortir par le haut de cette situation, en dialoguant, en maintenant le lien aussi avec les étudiants mobilisés, pour essayer de se tourner vers d'autres modalités d'action. Ça n'a pas été sans succès, on va dire. Non, on n'y est pas véritablement parvenu, faute notamment d'interlocuteurs stables du côté des étudiants mobilisés. C'est-à-dire que dans les différentes discussions que nous avons eues avec eux, nous avons eu en permanence des interlocuteurs différents, avec des organisations syndicales étudiantes qui étaient finalement assez peu présentes, et donc une grande difficulté à construire une stratégie de sortie de crise avec les étudiants. Alors l'actualité pour vous, c'est Parcoursup. On a vu le gouvernement se féliciter que les choses aillent plus vite. 75% des élèves de terminale
ont déjà accepté l'orientation. Comment ça se passe au niveau de l'Université Lyon 2? Alors, comme chaque année, beaucoup de vœux formulés à l'Université Lumière Lyon 2. On a eu environ 136 000 vœux cette année pour l'entrée en première année de licence, avec certaines filières qui sont très demandées. Par exemple, c'est la psychologie, c'est sciences politiques. 30 000 candidats pour 400 places en psychologie. C'est ça, à peu près ça. Donc ça, Qu'est-ce que ça nous dit autant d'étudiants qui veulent faire psycho? donc c'est ce qu'on appelle des filières en tension, en effet, où il y a un nombre d'étudiants extrêmement important qui demandent des filières qui ne peuvent pas accueillir autant de monde. Alors c'est sans doute une appétence pour la psychologie, au regard des représentations que se font les lycéens de cette discipline qu'ils ne connaissent pas. C'est là une difficulté et ça confirme la nécessité de faire un travail d'orientation en lien étroit avec les lycées, avec les services d'orientation aussi dans les lycées, pour bien expliquer ce que sont les formations en psychologie, parce que parfois on a des étudiants qui découvrent et qui se rendent compte que c'est finalement pas ce qu'ils attendaient quand ils entrent en psychologie. C'est aussi bien des métiers sans doute qui passionnent, qui font envie en tout cas, vers lesquels veulent se tourner les jeunes bacheliers. Autant d'étudiants qui ont envie de faire psycho, est-ce que c'est pas dommage qu'ils ne puissent pas tous avoir au moins une initiation et comprendre la discipline? Alors, on a, dans le cadre de la première année de licence, la possibilité pour l'ensemble des étudiants de suivre des enseignements d'ouverture, et par exemple, entre autres, en psychologie. Donc il y a bien cette possibilité de découvrir la discipline une fois qu'on est à l'université. Ceci étant, on n'a pas la possibilité d'accueillir autant d'étudiants en psychologie. Alors certainement pas 30 000, mais pas au-delà non plus des 430 places que nous proposons pour les néo-bacheliers. Faute d'enseignants, tout simplement pour mener à bien les formations, et puis faute de locaux aussi. Donc on est aussi contraint par ces aspects-là, par le manque de moyens finalement pour assurer ces formations avec autant d'étudiants. Si on regarde les disciplines que choisissent les étudiants, en premier c'est la santé, ensuite c'est les études d'infirmière, les études d'ingénieur. Arrive en 4e position une formation disponible à l'Université de Lyon 2, c'est le droit. On voit que les sciences humaines sont un peu loin derrière les préoccupations des étudiants en terminale. Est-ce que ça veut dire qu'on va en sciences humaines quand c'est une formation par défaut encore aujourd'hui? Non, je ne le crois pas. Il faudrait regarder de plus près ce que sont les spécialités des lycéens qui choisissent telle ou telle formation. Et puis une fois qu'on a dit sciences humaines et sociales, en réalité, c'est une multitude de disciplines. C'est par exemple à Lyon 2, 23 mentions de licence. Donc en réalité, si on agrège l'ensemble de ces mentions, on va arriver à un nombre d'étudiants quand même conséquent. C'est-à-dire, par exemple pour nous, à la rentrée prochaine, environ 5500 étudiants en L1, ce qui n'est quand même pas rien. Donc bon, je pense que sur ces chiffres, il faut faire attention, parce qu'une fois qu'on a dit santé par exemple, on a en réalité derrière une multitude de disciplines aussi, qu'on ne décompose pas forcément. Donc bon, il faut faire attention avec ces chiffres. Non, je pense qu'il y a un certain nombre de disciplines de SHS qui sont très attractives. On a tout un ensemble de métiers, de débouchés qui sont possibles avec ces disciplines-là. Et d'ailleurs, on développe aujourd'hui énormément de formations en alternance dans tous nos domaines. Ça veut bien dire qu'il y a aussi une attente du côté des employeurs, des différentes structures, que ce soit des entreprises, des collectivités territoriales, etc., vis-à-vis de nos formations. Donc non, moi je n'ai pas ce regard un peu, je dirais, pessimiste sur l'évolution de notre recrutement et de nos formations. On a une belle dynamique, avec, il est vrai, certaines formations qui peut-être marquent un petit peu le pas. On a des difficultés par exemple, pour le recrutement pour les métiers de l'enseignement. On sait aujourd'hui, au niveau national, que de moins en moins de jeunes souhaitent se diriger vers les métiers de l'enseignement. Et puis en revanche, d'autres filières, on a une belle dynamique.
et c'est très bien ainsi, et que ce soit en psychologie ou en sciences politiques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des filières en tension chez nous, en droit, en économie, en langue aussi. Donc on est vraiment... Non, on a des évolutions avec des effets de mode sans doute en partie, mais une forte attractivité, 130 000 vœux quand même, de nos formations de manière générale. En tout cas, toujours plus d'étudiants à Lyon, enfin dans l'agglomération lyonnaise, trop même pour le président de la métropole, Bruno Bernard, qui a dit récemment qu'il y avait assez d'étudiants et qu'il était peut-être intéressant de réfléchir à ouvrir des antennes dans les plus petites villes autour de l'agglomération, peut-être à Villefranche, peut-être à Vienne, peut-être à Roanne. C'est une dynamique que vous partagez ? Alors non, trop d'étudiants, moi je ne vous dirais pas ça, je ne vous dirais pas trop d'étudiants. Il faut qu'on se réjouisse, je pense, de l'attractivité de nos formations. C'est l'attractivité de la ville et de la métropole, c'est l'attractivité de nos universités, donc c'est plutôt un bon signe finalement. Ensuite, si on prend un petit peu de recul, la manière dont les étudiants se répartissent sur l'ensemble du territoire de la région ou du territoire national pose en effet question. Et on a des formations de très grande qualité dans des universités de villes moyennes qui, aujourd'hui, sont en effet en perte de vitesse. Je pense que c'est dommage parce qu'on a une qualité de vie étudiante et une qualité de formation qui est au rendez-vous dans ces universités. Donc ça pose la question... Saint-Étienne, par exemple ? Par exemple, bien entendu, et d'ailleurs ça fait partie, l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne fait partie de nos partenaires de longue date, avec des formations co-accréditées, avec des laboratoires en tutelle partagée. Donc on a à l'évidence ici une université qui est extrêmement dynamique, avec des formations de grande qualité. Mais effectivement, dans ces universités sur les territoires, on a parfois une perte de vitesse qui est liée à un attrait extrêmement puissant des grandes métropoles. Vous n'allez pas ouvrir, vous, de nouvelles antennes à Vienne, à Roanne ou à Villefranche ? Non, nous ne le ferons pas. Je pense qu'il faut soutenir ces universités sur les territoires. Les antennes présentent par ailleurs un certain nombre de défauts. On ne peut pas ouvrir sur les antennes l'ensemble de notre offre de formation. On ne va pas ouvrir dans des antennes 23 mentions de licence, 64 mentions de master. Ce n'est pas vrai, on n'a pas les forces, on n'a pas les moyens de le faire. Ça veut dire qu'on va ouvrir une ou deux mentions ici ou là et qu'on va hyper spécialiser certains territoires. Je pense que c'est pas cohérent, c'est pas souhaitable pour les jeunes de ces territoires et ça ne répond pas à l'enjeu qui est globalement celui d'un meilleur équilibre sur l'ensemble du territoire. Autre nouveauté cette année, c'est Mon Master. Finalement, le principe de Parcoursup qui était assez critiqué au départ, vous ne le trouvez pas si mal puisque vous l'étendez au niveau des masters. Alors, c'est pas nous, c'est un dispositif qui a été développé au niveau national et qui répond à un certain nombre de difficultés qu'on pouvait avoir auparavant dans le recrutement en master. C'est-à-dire que chaque université organisait en fait ce recrutement selon son propre calendrier, avec des logiques spécifiques à chaque fois, et on avait une difficulté de coordination avec des étudiants qui candidataient un petit peu partout, qui étaient pris dans une université et qui pour autant ne renonçaient pas à leurs vœux dans d'autres établissements. La difficulté quand un étudiant ne renonce pas à ses vœux, c'est qu'il maintient tous les autres en liste d'attente. Tous ceux qui n'ont pas été pris et attendent que des places se libèrent pour pouvoir entrer dans la formation, eh bien, étaient toujours en attente, encore au mois de septembre parfois, dans certains cas même en octobre. Donc, du point de vue de l'organisation de l'accès, de la fluidité finalement de l'accès au master, c'est une avancée, c'est un calendrier qui est synchronisé entre les universités, c'est une plateforme qui permet, à partir du moment où l'étudiant choisit une formation, de faire en sorte que tous ses autres vœux soient libérés. Alors évidemment, on rencontre les difficultés habituelles quand on met en place un nouveau dispositif, a fortiori au niveau national, avec un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas forcément prévus, des manières de faire qui ne correspondent pas forcément exactement à ce que nous souhaitions pour le recrutement dans nos masters, etc. Mais c'est des choses qui vont se lisser au cours du temps. Un mot sur le grand projet qui concerne l'Université Lyon 2, qui est un peu le grand projet surprise après l'échec des négociations autour de l'IDEX. C'est le projet d'une fusion entre l'Université Lyon 1 et l'Université Lyon 2, qui n'était pas forcément le projet le plus attendu.
Il a été repoussé, ça veut dire qu'il est aujourd'hui dans une impasse? Non, il n'est pas dans une impasse, et je ne dirais pas qu'il était inattendu. C'est-à-dire que pour moi, c'est un projet qui est extrêmement cohérent du point de vue académique. C'est un projet qui permet de réunir dans un même établissement l'ensemble des savoirs, des connaissances que nous avons actuellement dans nos deux établissements, Lyon 1, Lyon 2, avec l'école CPE qui est partie prenante puisque établissement associé à Lyon 1 par décret. Et donc de couvrir tout un ensemble de champs disciplinaires de la santé, des sciences du vivant, des sciences formelles, au SHS, au droit, économie, gestion, arts, lettres, langues, psychologie qu'on a évoqué tout à l'heure, dans un seul établissement. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de pouvoir mener une stratégie qui embarque l'ensemble de nos disciplines et qui permette de se positionner sur les grands enjeux de société, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit sur des questions de transition écologique, de transformation des modes de production, que ce soit sur des enjeux de santé, par exemple, j'y reviendrai, nous avons besoin de faire travailler ensemble toutes ces disciplines, tous ces domaines disciplinaires. Et aujourd'hui, avec nos universités séparées, distinctes, nous fonctionnons en silo. Donc, l'objectif, c'est cette université qui rassemble très largement les savoirs. C'est l'objectif d'une universalité, d'une certaine manière, des savoirs, pour réussir à mieux former, à faire une recherche de meilleure qualité et à mieux répondre aux enjeux de société. Donc pour vous, cette fusion se fera? Oui, elle se fera. Alors peut-être pas dans le calendrier que nous avions initialement envisagé. On avait prévu d'aller assez vite en lien avec le projet SHEPMED sur la santé, qui nous permet de préfigurer un petit peu ce que pourraient être des instituts transdisciplinaires mêlant les sciences de la santé, les sciences du vivant et puis les sciences humaines et sociales. Vous visiez la rentrée 2024? Ça sera on visait dans un premier temps janvier 2024. Alors nous n'arrivons pas à tenir ce calendrier, je pense qu'il faut viser maintenant courant 2025 sans doute, donc on prendra un petit peu plus de temps. Il faut absolument le faire, c'est un enjeu majeur pour nos établissements, c'est un enjeu majeur pour le site de Lyon-Saint-Étienne, pour son attractivité, et puis c'est un enjeu majeur du point de vue, je dirais, international, parce qu'on voit bien que dans nos relations internationales, nos partenaires sont aussi en attente de cette grande université pluridisciplinaire dont nous avons terriblement besoin sur le site de Lyon. Donc oui, ça se fera. Il faut que nous passions outre un certain nombre de difficultés qui sont, je pense, bien entendables dans le cadre du rapprochement d'établissements qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes pratiques, etc. Mais nous le ferons, bien entendu. Et un mot pour finir sur cet ouvrage, Lyon Métropole en mouvement, qui est un peu un exemple des travaux de recherche que vous pouvez faire pour lier sciences et société. Tout à fait. Nous avons fait le choix il y a quelques années à l'Université Lumière Lyon 2 de lancer ce que nous appelons des pôles de spécialité qui permettent autour de grands enjeux scientifiques qui sont également de grands enjeux de société de rassembler des chercheurs de disciplines extrêmement variées, donc de sortir un petit peu des silos disciplinaires pour aller vers des approches pluri- ou transdisciplinaires qui nous permettent, par exemple ici, dans le cadre du pôle ville et mobilité, de faire travailler ensemble des spécialistes d'aménagement et d'urbanisme, de tourisme, d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, de droit, de sciences politiques, pour mieux comprendre la métropole de Lyon, sa constitution, ses enjeux actuels, et puis pour essayer aussi de dialoguer avec nos partenaires, que ce soit des acteurs socio-économiques ou bien évidemment les collectivités territoriales, penser ensemble l'avenir de cette métropole de Lyon et tous les enjeux qui se présentent à nous demain. Donc l'ouvrage sera lancé justement avec ses partenaires le 20 juin. Aux éditions du pôle universitaire de Lyon. Nathalie Dampnier, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.